Bon, j'ai un grand plaisir ici d'accueillir sur notre petit plateau Hydrogen Today Valérie Bouillon-Delportes, notre coprésidente France Hydrogène et aussi direction de la stratégie, mobilité, Michelin. Écosystème. Écosystème chez Michelin, voilà. L'hydrogène. Sur l'hydrogène, évidemment. Valérie, on a envie de parler un petit peu de mobilité parce que dans l'air du temps, à l'heure actuelle, il y a beaucoup un peu de remise en question sur la pertinence de la mobilité hydrogène et de manière générale, tout particulièrement en France. Alors qu'ici, on voit sur ce salon quand même beaucoup d'acteurs et en particulier nos grands acteurs nationaux que sont Renault, Hyvia et Stellantis, et sans parler des équipementiers, Plastic Omnium, Forvia, etc. Ils sont présents, ils ont une offre. Et il y a quand même une raison pour laquelle ils ont une offre, quoi. Pourquoi on parle aujourd'hui de remise en question de la mobilité hydrogène alors qu'il semblerait qu'il y ait une vraie demande de marché? Alors, il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des bruits, mais il y a aussi des gens qui avancent, il y a une filière qui avance. Sur la mobilité, il faut arrêter d'opposer la batterie, véhicule électrique à batterie, et le véhicule électrique hydrogène. L'éternel débat. L'éternel débat, mais il faut comprendre une chose. L'ère de la monotechnologie, c'est-à-dire le carburant fossile qui fait pour tout le monde, ça va être fini et on ne pourra pas le remplacer par une seule technologie. Donc si on veut atteindre les objectifs de décarbonation au niveau de la mobilité, il va falloir qu'on ouvre ces chakras, il va falloir qu'on embarque et qu'on prenne de nombreuses technologies, dont l'hydrogène. Donc arrêtons d'opposer électrification par la batterie contre électrification par l'hydrogène. C'est pas un débat technologique, c'est un débat au niveau des usages et c'est l'usage qui va décider quelle est la technologie la plus pertinente par rapport à des profils d'usage. Donc pour moi, c'est un combat d'arrière-garde. Il faut arrêter. On ne réussira à atteindre les objectifs de la décarbonation que si on a une vision holistique d'ensemble basée sur les usages. D'accord. Alors nos constructeurs français, ils ont travaillé sur cette vision holistique, ils ont regardé leurs clients, ils ont étudié les besoins et ils arrivent à quelle conclusion finalement? Mais les constructeurs, ils ont fait un peu comme tout le monde. Ils ont commencé par la batterie parce que la technologie était disponible, elle était un petit peu plus mature. Qu'on parlait de réseau de recharge, il faut quand même rappeler que la batterie, les premiers véhicules électriques à batterie, c'était dans les années 90. Donc ça fait quand même une petite trentaine d'années. Oui, c'est pas venu tout de suite. Et en 2011, il y avait 5700 immatrications de véhicules à batterie sur toute l'Europe. Bon, après, ce qui a changé, le contexte réglementaire a aussi permis l'éclosion de l'électrification. Mais les constructeurs, ils ont commencé par la batterie. Les constructeurs, en fait, sont des gens pragmatiques. Ils se sont rendus compte que pour certains de leurs clients, la batterie, ça ne suffisait pas. Donc, s'ils voulaient garder leur position, et je rappelle quand même sur le véhicule utilitaire léger, on a la chance d'avoir des constructeurs qui, sur le podium des 10 meilleures ventes en Europe, occupent jusqu'aux positions 6 et 7. Stellantis, Renault sont des leaders au niveau du VUL. Pour 30% des usages de leurs clients, 30%, on ne parle pas de 5%, on ne parle pas de 2%, pour 30% des usages de leurs clients, avec la batterie, le client disait « j'en veux pas, ça ne le fait pas, je ne pourrais pas faire mon travail dans les conditions dans lesquelles j'opère aujourd'hui ». Et on parle d'usagers professionnels, donc pour lesquels le véhicule est un outil de travail. Donc, si l'outil de travail ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas avoir deux voitures à batterie pour faire l'usage d'un véhicule thermique. Donc il leur faut un complément et en ce sens, les constructeurs se sont dit, alors Hyvia qui est la joint venture entre Renault et Plug Power et Stellantis, on a besoin de venir compléter notre offre. Donc les deux ont sorti dès l'année dernière un véhicule, un 9 mètres cubes avec le Master côté Hyvia, et puis côté Stellantis avec le Peugeot Expert. Alors ça fait Peugeot, ça fait Citroën, ça fait Opel, un 6 mètres cubes, complété cette année. Oui, la gamme s'est étendue. Par une camionnette un peu plus forte, complété également sur la base de l'Expert par un véhicule adapté au transport de personnes à mobilité réduite. Donc là aussi, dans l'esprit des Jeux Olympiques, ça permet d'élargir les usages, mais tout ça pour répondre à un usage auquel la batterie ne pouvait tout simplement pas répondre. Tu vas me dire, Bertrand, mais pourquoi on a besoin absolument de l'hydrogène? Quand on est professionnel, on n'a pas forcément un pavillon, on n'a pas forcément accès à une recharge de son véhicule. Et si tu es professionnel et que tu as une tournée, tu ne peux pas te permettre le matin d'arriver avec la moitié de ton plein.
c'est pas Ça possible. marche. Tu peux pas non plus passer trop de temps à recharger ton véhicule. Donc la disponibilité que permet l'hydrogène est un atout fondamental pour opérer dans les conditions les plus proches du thermique. Dans les contraintes opérationnelles auxquelles Voilà. ils sont confrontés. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de réflexion des constructeurs. D'accord. Mais quand on sait que les véhicules utilitaires, c'est quasiment 30% des immatriculations françaises annuellement, 30% de ces immatriculations, c'est considérable. Non. C'est quand même des objectifs, c'est un marché potentiel qui est tout à fait considérable. Parlons chiffres. Le parc circulant des véhicules utilitaires en France, c'est 2,1 millions de véhicules. Si on prend ces 30%, ça fait un marché accessible pour l'hydrogène, pour le VUL pile à combustible, de 600 000 véhicules par circulant. On s'est fixé comme objectif au niveau de France Hydrogène, on a estimé, avec les capacités de production annoncées par les constructeurs, avec la montée en puissance également des volumes et la décroissance des prix, qu'on pouvait raisonnablement viser un volume parc circulant, je ne parle pas des ventes annuelles, de 150 000 VUL à l'horizon 2030. À l'horizon 2030. Et avec un outil productif en mesure de répondre à... Les capacités de production s'accélèrent chez les constructeurs. C'est pour ça qu'on me dit le marché, la mobilité hydrogène, il ralentit. Non. Des acteurs comme Hyvia et Stellantis, ils ont accéléré au niveau des capacités de production. Côté Stellantis, leur batch numéro 2 est en volume bien supérieur à leur batch numéro 1. Ils passent directement à une capacité de production de 10 000 par an. Ils visent une capacité de production de 30 000 par an à l'horizon 2030. Et Hyvia vise également une capacité de production de 30 000 par an à l'horizon 2030. Donc, horizon 2030, on aura, ça peut bouger, on aura déjà une capacité de production de 60 000 véhicules par an sur le segment du VUL, que ce soit 6 mètres cubes, 9 mètres cubes. D'accord. Alors bon, en même temps, c'est des constructeurs qui adressent un marché européen, mais évidemment, ils ont un marché domestique naturel avec un réseau de distribution qui est très fort, donc ils sont en capacité d'adresser ce marché. Leur problématique, évidemment, ça va être celle de la poule et de l'œuf, donc il nous faut ces fameuses stations. Et ils auront une logique pour accompagner ce déploiement, ou est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils travaillent sur ça ? Donc, on travaille en écosystème. Les constructeurs ont bien compris que l'écosystème était important pour eux. Ils font des choix différents. En revanche, ce qui est important sur la mobilité pour les professionnels, c'est qu'on peut avoir une densité de réseau beaucoup moins importante que pour le particulier. Pour une raison bien simple, le professionnel, c'est comme la fameuse tournée du laitier. Le professionnel, on sait à quel endroit il va rouler dans la journée. Donc on s'est positionné exactement où il faut, la station, pour garantir à cette station un taux de charge à minima. Donc finalement, qu'est-ce qui vaut mieux ? Financer la station ou amorcer la mobilité hydrogène pour garantir l'usage à la station ? Alors, en toute logique, je dirais qu'il faut financer les usages et pas la station. Voilà. Et d'ailleurs, dans les derniers appels à projets écosystèmes territoriaux de l'ADEME, où les porteurs de projets avaient le choix de s'attribuer des taux de financement ou de flécher les financements sur l'effet levier le plus important, dans 80% des cas, la subvention va vers l'usage. Pourquoi ? Parce que tout le monde y trouve son compte. On donne de la visibilité aux constructeurs, on augmente les volumes, on fait baisser les coûts, on garantit un usage à la station, donc on la fait fonctionner. Reste l'équation du coût de l'hydrogène, et là on a la fameuse TIRUERT, taxe incitative à l'usage d'énergie renouvelable dans le transport, qui, si elle est bien appliquée avec de la visibilité sur plusieurs années, permettra d'arriver à une équation économique intéressante pour le professionnel. Après, il y a d'autres enjeux. Il y a des enjeux de filière, quand même, globalement, parce qu'on est un pays aussi qui a beaucoup d'entreprises qui travaillent des équipementiers autour du véhicule. C'est quoi l'enjeu pour eux aujourd'hui ? Parce qu'ils sont entraînés avec ces constructeurs. J'ai envie de dire, le VUL, c'est cocorico. Pourquoi ? VUL, constructeur français. Stellantis, usine à Sével-Nord, vers Ordin. Hyvia, usine à Flins. Et il s'appuie sur un réseau d'équipementiers, là aussi, avec des implantations industrielles en France. Que ce soit les réservoirs chez Forvia, que ce soit les réservoirs chez Presticomium, que ce soit la pile chez Symbio, on a toute une filière française qui va bénéficier de ce déploiement de la mobilité hydrogène sur notamment les véhicules utilitaires légers. Si on prend justement, on va prendre l'exemple, allez, partons sur 100 000 véhicules. C'est pas énorme, 100 000 véhicules. On a dit un marché accessible de 600 000. 100 000 véhicules, c'est quoi ? 100 000 véhicules, c'est 300 000 réservoirs.
Il y a 3 réservoirs sur un Peugeot Expert, il y en a 4 sur un Master et il y en a 5 sur le prochain véhicule de Stellantis. 300 000 réservoirs, c'est la capacité de production d'une ligne de production grande série pour le réservoir à carburant. On est au volume, C'est les mêmes volumes. on est au volume grande série. Ouais, c'est les volumes grandes séries. La stack, une stack de 40 kW avec à peu près un certain nombre de cellules. C'est 10 millions de plaques bipolaires et c'est 10 millions de MEA. On est sur des volumes grande série. Donc si on travaille à agréger ces volumes, à donner de la visibilité pour ce marché des VUL, on arrivera très vite à se passer de subventions pour atteindre une équation économique intéressante. Seul souci, c'est les 2-3 premières années où on doit passer de quelques centaines aux premières dizaines de milliers. Oui. Et pour ces premiers volumes-là, on va avoir besoin d'une aide à la demande. Aider la demande. Voilà. Il va falloir aider à la demande et c'est là tout l'enjeu des discussions dans le cadre de la révision de la stratégie nationale hydrogène. Tout à Et fait. France Hydrogène a beaucoup travaillé sur cette Alors, question-là. Il y a un angle mort aussi qu'on évoque peu. On en parle en Europe quand on parle de Critical Raw Material Act, quand on parle de Net Zero Industrial Act. Mais on parle peu en France et ça c'est pas repris dans la stratégie hydrogène française. On parle peu de l'accès aux matériaux, de l'accès aux terres rares. Il y a une étude qui a été faite par l'IEA. Donc l'IEA, Agence internationale de l'énergie, Oui. ils ont pignon sur rue. Donc, ils ont quand même des études un peu sérieuses au niveau des Ils chiffres. ont des données solides derrière. Oui. Ils ont fait une analyse en se disant, si on doit atteindre des objectifs d'électrification de la mobilité, est-ce qu'on aura suffisamment de matériaux pour y arriver? Qu'avec la batterie? Oui. La réponse, Et non. elle est très claire. Ouais. C'est non. La réponse est non. Je vais prendre juste l'exemple du lithium, mais il y a plein d'autres matières qui sont concernées, Oui, le oui, cobalt bien et sûr. autres. Sur le lithium, il manquera 30% au niveau mondial pour arriver à faire tous les véhicules électriques à batterie dont on aura besoin. 30%. C'est une moyenne. Ça veut dire quoi 30%? 0% pour la Chine, 60 à 80% pour les pays occidentaux. Qui vont être impactés en premier. Voilà. Donc, on construit des gigafactories de batteries, c'est très bien, mais si on n'a pas l'approvisionnement nécessaire dans les métaux dont on a besoin, on va avoir un vrai souci. D'ailleurs, la crise récente avec les Houthis en mer Rouge a montré combien ça peut rapidement mettre à mal toute une filière d'approvisionnement, notamment dans le secteur automobile. Ouais, donc toute la supply chain est potentiellement impactée. Tout à fait. Bon, en fait, de toute manière, à la fin de la journée, comme on dit, at the end of the day en anglais, c'est le consommateur qui décide en fonction de ses besoins et de ses critères effectivement de choix, ce que j'avais l'habitude d'appeler les attributs de valeur. Et très clairement, pour le professionnel qui a besoin d'un véhicule utilitaire, quand on discute avec eux dans la vie courante, ils nous disent très très clairement que ils savent pertinemment qu'ils n'y arriveront pas à couvrir l'ensemble de leurs activités avec des véhicules à batterie. Donc à la fin de la journée, ils vont quand même lever la main en disant vous voulez qu'on décarbone, mais il nous faut une offre qui convienne. Nous avons des constructeurs automobiles qui travaillent là-dessus. Maintenant, il va falloir aider à leur faire franchir le pas. Il y a beaucoup de choses aussi. Alors, les 2 dernières années, on a eu quand même un contexte réglementaire très riche avec beaucoup de lois, de réglementation, de directives importantes pour l'hydrogène. On en a qui sont en cours d'élaboration, notamment Greening Corporate Fleet, donc l'obligation pour les flottes d'avoir des véhicules verts. Oui. Hein. Mais on a aussi des opérateurs, c'est-à-dire il y a des constructeurs et il y a des opérateurs, je pense notamment à Wattea by Michelin, qui proposent aujourd'hui une offre pour aider les flottes de VUL à passer à l'électrique, que ce soit à batterie ou à hydrogène, et là aussi, en fonction de leurs besoins, de leurs usages, de pouvoir leur garantir l'usage de leur véhicule dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que le véhicule thermique. Et tout ça, je dirais, tous ces acteurs de l'écosystème, si on travaille ensemble, si on arrive à agréger les volumes des utilisateurs, si on arrive à donner de la visibilité aux constructeurs, si on arrive à engager les pouvoirs publics sur les 2 premières années pour réduire le TCO par rapport à la batterie, eh ben c'est un deal gagnant. Voilà. Bon, ça fait quand même beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de si, mais ces si, on peut les adresser. En tout cas, merci pour ce message très positif, Valérie, parce que effectivement, c'est ce qu'on voit sur ce salon. Il y a de l'offre, il y a des gens qui croient dans l'hydrogène et il faut continuer à y croire. Ben merci Bertrand. Avec grand plaisir.